Il existe une façon particulière qu'ont les gens de poser un objet sur une table quand ils veulent que vous compreniez quelque chose sans avoir à le dire directement. Une façon lente, presque cérémonieuse, les deux mains à plat, comme s'ils déposaient une relique ou une condamnation. Je m'appelle Théodosie, j'ai 77 ans, et il y a 16 mois, mon fils Armand a posé une plaquette glacée sur mon bureau. Mon bureau, celui devant lequel j'ai écrit des lettres, préparé des cours, relu des manuscrits pendant plus de 20 ans, avec exactement cette façon-là, lente, délibérée, les yeux légèrement baissés. La plaquette s'appelait « Les jardins de l'aurore ». En dessous du titre, une photographie. Une femme aux cheveux entièrement blancs regardait par une fenêtre en direction d'un parterre de fleurs que je savais, d'instinct, n'avoir jamais vraiment existé sous cette lumière-là. Armand parlait. Il utilisait des mots comme serein, comme encadré, comme tranquillité d'esprit. Il disait que l'escalier l'inquiétait depuis longtemps. Il disait qu'il ne dormait plus bien. Il disait, et c'est cette phrase-là qui s'est fichée quelque part dans ma poitrine comme une écharde, que ce serait plus raisonnable pour tout le monde. Tout le monde. J'avais glissé 2 semaines plus tôt dans le couloir en sortant de la douche. Rien de grave. Une ecchymose sur la hanche, quelques jours à marcher prudemment, une légère humiliation que j'avais partagée avec lui parce qu'il est mon fils et que je pensais naïvement que l'honnêteté entre nous était une chose saine. Une seule glissade, un seul matin mal commencé. Et voilà qu'il y avait une plaquette sur mon bureau. Je l'ai prise, je l'ai regardée. 3 800 € par mois. Chambre partagée. Programme d'activité supervisé. Gestion des médicaments. Un jardin photographié en plein mois de mai sous un angle flatteur. J'ai reposé la plaquette. J'ai dit non. Armand a voulu continuer. J'ai dit non une 2e fois, et cette fois, il y avait dans mon non quelque chose de définitif, pas cruel, mais fermé, comme une porte qu'on tire jusqu'au déclic. Il est parti 1 heure plus tard. Ce n'était pas une dispute, c'était une rupture de température, l'air entre nous soudainement d'un autre degré, plus dense, chargé de choses qu'aucun des deux n'avait eu le courage de formuler entièrement. Je suis restée devant la fenêtre de mon salon à regarder sa voiture disparaître au bout de la rue. Et j'ai pensé, il reviendra avec une autre plaquette. Il reviendra avec des statistiques. Avec l'histoire de quelqu'un dont la mère est tombée et n'a été découverte que 2 jours plus tard. Il m'aime, et il a peur, et il ne voit pas d'autre issue. Et là, c'est ça le moment terrible. J'ai compris qu'il n'avait pas entièrement tort. L'escalier était devenu plus long qu'avant. Pas physiquement, mais mentalement, il m'en coûtait quelque chose de le monter le soir. J'avais annulé 2 déjeuners parce que je ne voulais pas demander qu'on vienne me chercher. Je mangeais mal certains soirs, pas par négligence, mais par fatigue d'une solitude qui s'était alourdie sans que je me sois rendu compte exactement quand. J'allais bien. Je voulais être claire avec moi-même là-dessus. J'allais bien. Mais je n'allais plus entièrement bien, et la différence entre ces 2 états-là, si fine soit-elle, s'était installée dans ma maison comme une odeur qu'on finit par ne plus sentir. Mais les jardins de l'aurore, cette chambre partagée, ce programme d'activité supervisé, non, je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas d'insomnie douloureuse, plutôt une veille active, une sorte de colère froide et productive qui refusait de se laisser dissoudre dans le sommeil. Je pensais à mon amie Iphigénie, qui avait rejoint une résidence à Lyon 2 ans auparavant après une fracture du poignet. Nous nous étions parlé chaque semaine pendant 17 ans, Iphigénie et moi, des vraies conversations, longues, décousues, pleines de digressions et d'éclats de rire imprévisibles. Puis elle avait rejoint la résidence et les appels étaient devenus plus courts.
plus lisse, comme si quelque chose dans sa voix avait été légèrement poncé. Quand je lui avais rendu visite au printemps dernier, elle m'avait décrit l'atelier mosaïque du jeudi avec une précision d'horloge et une absence totale d'enthousiasme. Elle était là, présente, nourrie, médicamentée, en sécurité. Elle disparaissait. Pas vers la mort, vers quelque chose d'autre, une dissolution progressive de ce qu'elle avait toujours été, le remplacement de sa vie par la gestion de sa vie. Je ne trouve pas les mots exacts pour ce que j'ai vu dans ses yeux ce jour-là, mais je l'ai senti dans tout mon corps comme on sent le froid d'une pièce non chauffée avant même d'y avoir mis le pied. Je suis rentré chez moi et j'ai posé mes paumes sur le mur de l'entrée, juste comme ça, les paumes à plat sur le plâtre tiède. Et j'ai dit à voix haute, à personne, à la maison elle-même, « Je ne partirai pas ». Mais ce n'était pas un plan, c'était un refus. Et un refus sans architecture derrière lui, c'est juste du retard. Le lendemain matin, j'ai ouvert l'ordinateur. Je ne suis pas quelqu'un à qui le numérique vient naturellement. Ma petite fille Loulou m'a appris à utiliser plusieurs onglets ouverts en même temps un dimanche de mars. Et à la fin de la journée, j'avais commandé par erreur un livre sur la gémologie dont je ne savais que faire et envoyé un message à mon dentiste qui lui était clairement pas destiné. Mais ce matin-là, j'ai cherché avec l'obstination de quelqu'un qui n'a plus d'alternative acceptable. J'ai suivi des fils, j'en ai tiré d'autres. J'ai lu des choses que je ne comprenais pas, puis je les ai relues jusqu'à ce qu'elles prennent forme. La première chose que j'ai trouvée s'appelait un logement accessoire intergénérationnel. Des communes, j'ai appris, avaient mis en place des dispositifs pour aider les propriétaires à aménager une petite unité indépendante sur leur terrain. Une dépendance, un studio au-dessus du garage, un appartement sous les toits, pour y accueillir un proche aidant ou un voisin en échange d'une présence. Vous restez chez vous, quelqu'un vit à côté. L'arrangement est pratique, humain et il ne vous coûte pas votre adresse postale. J'ai noté. J'ai trouvé autre chose. Un modèle que je n'avais jamais imaginé, un concept appelé habitat partagé à domicile. Pas une résidence, pas une colocation classique, mais une reconnaissance organisée que plusieurs personnes âgées vivant dans le même quartier pouvaient, sans bouger, constituer une communauté fonctionnelle si on leur apportait les services directement. Assistante sociale, coordination des transports, infirmière itinérante, cours collectif dans les appartements des uns et des autres. Vous ne partez pas vers les services viennent à vous. Le quartier devient l'institution, dans le meilleur sens du terme. J'ai noté. En fin d'après-midi, j'avais 5 pages de notes, un thé froid que j'avais oublié de boire et quelque chose que je n'avais pas eu au réveil, l'embryon d'une stratégie. Mais j'avais aussi, remontant à la surface de mes lectures comme une inquiétude qui cherche de l'air, une peur précise. Parce que chaque option que je découvrais semblait réclamer soit de l'argent en réserve que je n'avais pas en quantité suffisante, soit une coordination familiale que je ne pouvais garantir, soit une chance géographique, le bon programme existant dans la bonne ville au bon moment. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi la plupart des gens finissaient dans des maisons de retraite. Ce n'était pas parce que les maisons de retraite étaient la seule chose qui existait. C'était parce qu'elles étaient la chose qui existait en l'absence de toute préparation. Le défaut, ce qui arrivait quand rien d'autre n'avait été construit. J'ai écrit dans la marge de mes notes, et je suis resté longtemps à regarder ce que j'avais écrit. La maison de retraite, c'est la conséquence de l'attente. J'avais attendu. Je m'étais dit que j'étais indépendante, lucide, fonctionnelle, et je l'étais en grande partie. Mais je n'avais rien planifié, et l'espace entre ces deux réalités était vertigineux. J'ai appelé mon amie Brunehilde ce soir-là. Brunehilde a 69 ans,
une précision d'orfèvre dans l'analyse des situations et une capacité rare à nommer exactement ce qui ne va pas sans vous faire sentir que vous auriez dû le voir plus tôt. Je lui ai tout raconté. Armand, la plaquette, ma journée de recherche. Elle a été silencieuse un moment. Puis elle a dit « Il y a quelque chose que j'aurais dû te dire l'année dernière. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur que ça te fasse peur. C'était condescendant de ma part. Je lui ai dit de me parler maintenant. Elle avait rejoint une banque de temps, un réseau d'échanges communautaires, pas spécifiquement pour les personnes âgées, mais à forte proportion de membres plus anciens, dans lequel les gens échangeaient des compétences et des services en utilisant le temps comme seule monnaie. 1 heure de comptabilité valait exactement 1 heure de jardinage. 1 heure à conduire une voisine chez son cardiologue valait 1 heure à lui apprendre à faire des conserves ou à comprendre ses relevés bancaires. L'avocate à la retraite et la couturière sans diplôme cotaient au même prix, et cette égalité-là avait quelque chose de profondément désarçonnant au sens le plus utile du terme. Brunehilde avait donné 32 heures de conseils en décoration d'intérieur. Elle avait reçu des courses, une réparation de chauffe-eau et 2 appels hebdomadaires d'une femme de 45 ans qui était devenue, vraiment, quelqu'un à qui elle pensait avec plaisir. « Personne ne me gère », a dit Brunehilde. « Personne ne prend en charge ma vie à ma place. Je participe. C'est entièrement différent. » Ce mot encore, différent. Tout ce que j'apprenais vivait dans les différences. Entre recevoir de l'aide et être prise en main. Entre accepter un soutien et abandonner une vie. Entre la sécurité et l'effacement. Je lui ai demandé comment trouver. Elle m'a envoyé un lien. Je suis restée à lire jusqu'à minuit passé. La semaine suivante, j'ai conduit. Je conduis encore, sur de petites distances, en journée, et je n'ai pas l'intention de m'en excuser. Jusqu'à une salle communautaire à 25 minutes de chez moi, où une trentaine de personnes se réunissaient le 3e mercredi du mois dans le cadre de quelque chose qui s'appelait un collectif de solidarité pour le maintien à domicile. Ce n'était pas un programme officiel, ce n'était pas financé par une mutuelle ou une agence gouvernementale ou une fondation à logo pastel. C'était un groupe de gens, certains plus âgés et ayant besoin d'aide de temps en temps, certains plus jeunes et désireux de la donner, certains les deux, qui avaient décidé de s'organiser autour d'un principe simple. On devrait pouvoir rester chez soi si c'est ce qu'on veut, et personne ne devrait avoir à gérer ça seul. L'homme qui avait fondé le collectif s'appelait Gaspard Henry. 73 ans, ancien ingénieur naval. Il avait cette façon tranquille des gens qui ont transformé un chagrin profond en quelque chose d'utilisable. Son père avait passé ses dernières années dans une structure qu'il n'avait jamais voulu rejoindre, et Gaspard Henry avait décidé, une fois le deuil digéré, de ne pas laisser ça se reproduire autour de lui sans qu'il ait essayé quelque chose. Je me suis assise sur une chaise en plastique et j'ai écouté pendant 2 heures. Une femme prénommée Zénobie, 64 ans, a parlé d'un outil juridique qu'elle ne connaissait pas avant de rejoindre le collectif. Un mandat de protection future combiné à un document de directive personnalisé sur le logement. Pas seulement des directives médicales, des directives résidentielles. Rédigé avec l'aide d'un juriste spécialisé en droit des personnes âgées, mis en contact par le collectif, ce document établissait par écrit, de façon opposable, ses préférences concernant son lieu de vie, les conditions dans lesquelles elle accepterait une aide extérieure et les conditions dans lesquelles elle refuserait catégoriquement tout déplacement. Ce n'était pas un blindage absolu, mais c'était une porte avec une serrure dont elle détenait la clé. Je ne savais pas que ça existait. J'avais toujours supposé qu'à partir d'un certain âge, d'une certaine fragilité, la décision se prendrait au-dessus de moi, par des gens qui m'aimaient
et qui avait peur et qui ne voyait pas d'autre issue. Je n'avais pas su qu'il existait une architecture juridique disponible, accessible, conçue précisément pour qu'une femme de 77 ans puisse opposer à la bienveillance de son fils quelque chose de plus solide que son propre non. Je suis rentrée chez moi avec les vitres baissées malgré le froid, et j'ai pensé à Armand, à ce qu'il ignorait, à ce que j'allais faire de cette ignorance. Les 3 semaines suivantes, j'ai construit ce que Gaspard Henry appelait, sans aucune ironie, un dossier de vie autonome. Ce n'était pas un objet spectaculaire, c'était un classeur à anneaux. Mais dans ce classeur, il y avait un rapport d'évaluation du domicile réalisé par une ergothérapeute bénévole du collectif. Une femme extraordinairement pragmatique qui avait parcouru mon appartement pendant 2 heures et identifié 14 modifications à faible coût susceptibles de réduire significativement mon risque de chute et d'augmenter mon autonomie fonctionnelle. Des barres d'appui, une réorganisation de l'éclairage dans le couloir et dans l'escalier, un réaménagement de la cuisine que j'avais résisté à faire pendant des années et qui s'est avéré, une fois réalisé, objectivement meilleur. Dans ce classeur se trouvaient les coordonnées du juriste, un document de préférence personnelle rédigé à la première personne, en phrases complètes décrivant mes valeurs, mes priorités et mes refus absolus, de façon à ce que si un jour je ne pouvais plus défendre mes choix moi-même, quelque chose de moi soit encore présent dans la pièce. Dans ce classeur se trouvait une liste de 9 noms et numéros de téléphone. Des gens dans ma vie, dans le collectif, dans le quartier, qui faisaient partie de ce que je pensais maintenant comme ma toile. Le réseau intentionnel, assemblé, délibérément cultivé de solidarité mutuelle qui constituait, je le comprenais maintenant, la vraie alternative à l'institution. Pas un programme, pas une résidence, pas un service qu'on achète, une toile, humaine, réciproque, spécifique à ma vie. J'ai appelé Armand un samedi matin de novembre. Je lui ai demandé de venir, et de venir sans plaquette. Il est arrivé avec l'air de quelqu'un qui se prépare à une résistance. Je l'ai fait asseoir au même bureau. J'ai ouvert le classeur. Je l'ai guidé à travers chaque section. Il n'a presque pas parlé pendant les 20 premières minutes. Il a posé des questions, de vraies questions, celles qui signifient qu'on écoute plutôt que celles qui signifient qu'on attend son tour. Quand je suis arrivée à la section juridique, il y a eu un long silence. Et quand il a levé les yeux vers moi, j'ai vu qu'il était en train de refaire un calcul qu'il avait cru résolu. « Je ne savais pas que tu avais fait tout ça, » a-t-il dit. « Je ne savais pas que j'en avais besoin avant que tu poses cette plaquette sur mon bureau. » Je pensais que... Il s'est arrêté. Il a recommencé. Je pensais qu'il n'y avait rien d'autre, que si ça devenait trop difficile pour toi, c'étaient les seules options. Je sais, la plupart des gens pensent ça. C'est ce dont personne ne parle. Il a regardé la liste des 9 noms. Il a regardé la liste des modifications du logement avec ses petites cases presque toutes cochées. Tu as de vraies personnes, pas juste des services. Des vraies personnes, c'est tout le principe. Armand n'est pas quelqu'un qui montre ses émotions facilement. Il a regardé le classeur encore un moment, puis il a dit, d'une voix un peu moins assurée qu'à l'ordinaire, « D'accord, maman, d'accord. » 2 mots. Mais dans ces 2 mots, quelque chose s'était dénoué entre nous. C'était il y a 5 mois. Les barres d'appui sont posées. L'éclairage dans l'escalier a été refait. J'ai participé à 7 réunions du collectif et j'ai aidé une nouvelle membre prénommée Octavine, 61 ans, ancienne libraire, à comprendre les démarches juridiques, parce que dans une toile, vous n'êtes pas un bénéficiaire. Vous êtes un nœud,
Vous avez une fonction, vous portez du poids et vous transmettez de la force. J'ai encore des jours difficiles. Mon dos, qui a toujours été imprévisible, l'est davantage. Il y a eu un jeudi de décembre où je ne suis pas sortie, où je n'avais pas envie de sortir, où j'ai mangé peu et pensé trop et senti passer sur moi cette teinte particulière de mélancolie qui appartient à la vieillesse solitaire et que je refuse de romantiser. Je sais que la toile n'est pas éternelle. Je sais qu'elle ne garantit rien. Je sais, et je suis honnête avec moi-même là-dessus, comme j'essaie de l'être sur tout le reste, que le jour viendra peut-être où certains des choix m'échapperont. Mais je sais aussi des choses que je ne savais pas 16 mois auparavant. Je sais qu'il existe un document avec mon nom dessus qui contient mes préférences, rédigé dans ma voix, consultable le jour où ma voix ne serait plus assez forte. Je sais qu'il y a 11 personnes qui remarqueraient mon absence dans les 48 heures. Je sais que mon domicile a été repensé avec suffisamment d'intelligence pour que les probabilités jouent un peu plus en ma faveur. Je sais où est le numéro du juriste. Je sais ce que la banque de temps me doit et ce que je lui dois. Je sais, maintenant, que la structure dont j'avais besoin n'est pas celle dans laquelle on emménage. C'est celle qu'on construit. Armand appelle plus souvent. On parle autrement, moins autour des choses, plus à travers elles. Le mois dernier, il m'a dit qu'il avait parlé du collectif à un collègue dont le père a 75 ans et ne sait plus très bien comment organiser la suite de sa vie depuis que sa femme est morte. Il lui a envoyé les liens que je lui avais donnés. Il m'a dit que le collègue avait pleuré un peu au téléphone, pas de chagrin précisément, mais de ce soulagement particulier qu'on éprouve quand on a cru trop longtemps qu'il n'y avait pas d'issue et qu'on découvre qu'on s'était trompé sur la position des murs. C'est ça le problème avec une information qui devrait exister et n'existe pas. Quand elle arrive enfin, les gens pleurent de soulagement. Pas de tristesse, de la libération de s'être dit trop longtemps que les portes étaient fermées alors qu'elles étaient simplement non signalées. La porte avec la serrure n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Je suis encore là. Même bureau, même fenêtre, même appartement que j'habite depuis 26 ans. Encore en train de choisir.